Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ma Santé en Mouvement de l'association Assurance Prévention. Alors je suis avec Laurie Isaco qui est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et qui est chercheuse spécialiste de l'activité physique et de la santé des femmes au sein de la chaire de recherche Santé en Mouvement de la Fondation Université Clermont-Auvergne qui est soutenue par Assurance Prévention. Alors normalement Laurie Isaco vous la connaissez déjà puisqu'elle a participé au précédent webinaire d'Assurance Prévention, donc un webinaire avec Sarah Bagot où justement on a parlé du mouvement au féminin et de l'activité physique dans la vie des femmes. Dans ce webinaire, on vous avait dit qu'on ferait un épisode de podcast spécial avec Laurie pour aller encore plus en profondeur. Eh bien, le voici cet épisode. Bonjour Laurie. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors Laurie, rappelons en quoi consistent vos recherches au sein de la chaire de recherche santé en mouvement. Oui, c'est vrai que mes activités de recherche se centrent particulièrement sur la population féminine. Et quand on parle de population féminine, on considère différentes étapes de la vie, avec tout d'abord la puberté et la mise en place du cycle menstruel avec ses fluctuations tout au long de la vie. On a aussi bien sûr la possibilité en fait d'avoir une ou plusieurs grossesses quand on a une femme au cours de la vie. Donc là aussi, ça fait partie de nos activités de recherche. Et puis il y a l'arrêt de la vie reproductive avec la ménopause et la périménopause qui précède justement cette étape, qui là aussi fait partie intégrante de nos travaux de recherche. Et c'est vrai que l'année dernière, justement en avril 2025, il y a eu un rapport ministériel sur la ménopause avec de nombreuses femmes qui ont témoigné sur cette période. Et quelque chose qui revenait très souvent, c'est qu'elles se sentaient comme invisibles lors de cette période. Vous, dans le cadre de vos études, qu'est-ce que vous regardez Alors, dans le cadre des études, c'est vrai la ménopause a été plutôt étudiée. S'il y a une période spécifique à la vie d'une femme qui a été étudiée dans la littérature scientifique, c'est la ménopause. Même si, encore une fois, ça reste insuffisant au regard des besoins qu'on a. Mais une des grandes périodes oubliées, c'est la périménopause. Finalement, cette phase de transition. Parce que la ménopause, c'est quoi? La ménopause, on la caractérise comme l'absence de menstruation, donc de règles, de cycles menstruels pendant 12 mois consécutifs. Sauf que avant d'arriver à cette période, c'est pas un on-off. Il y a toute cette période de transition, de périménopause qui finalement est là aussi encore moins connue et encore moins discutée, que ce soit par le corps médical ou dans le monde du travail ou avec l'entourage. Et c'est toute cette période de transition qui est très importante pour mettre en place justement des habitudes qui vont perdurer post-ménopause. On va en parler dans cet épisode, juste pour bien expliquer de quoi on parle. Ménopause, périménopause. Donc périménopause, c'est ce qui se passe avant la ménopause. Si on doit situer dans l'âge d'une femme, c'est la cinquantaine, c'est ça Laurie? Oui, alors en moyenne en France, vous voyez, la ménopause arrive à peu près à 51 ans en moyenne. Et la périménopause, c'est les années qui précèdent en fait cette ménopause et cette période, elle est caractérisée par des bouleversements hormonaux importants et donc déjà des modifications, que ce soit cognitives ou corporelles. Et en général, on considère que c'est les 2 à 4 années qui vont précéder la ménopause. Mais pour certaines femmes, cette période peut même s'étendre jusqu'à 10 ans avant la ménopause. Donc on va considérer que c'est à partir de 45, en tout cas la ménopause entre 45 et 55 ans. Et donc la périménopause sont les années qui précèdent. Donc ça peut même commencer très peu de temps après 40 ans. Dans le corps humain, on oublie que les hormones ont aussi un effet très important. Mais c'est quoi en gros des hormones? Alors les hormones, en fait, c'est des substances qui vont être sécrétées par certains organes de notre corps et qui vont avoir une action sur d'autres organes. Notamment aujourd'hui, on va parler notamment des œstrogènes et de la progestérone, qui sont donc les hormones sexuelles spécifiques aux femmes. Et en fait, ces hormones, elles vont varier, par exemple, au cours du cycle menstruel, au cours de la grossesse, et notamment aussi, elles vont diminuer au moment de la ménopause. Et ces hormones, en fait, elles ont, bien sûr, ce sont des hormones sexuelles, donc elles ont bien sûr une action directe sur la fonction reproductive de la femme, mais pas que. Elles vont jouer aussi sur différents systèmes. Par exemple, les œstrogènes ont un rôle très important sur la fonction cognitive, sur le système cardiovasculaire et aussi sur ce qu'on appelle la composition corporelle, donc de quoi est composé notre corps, la masse grasse, les muscles, le tissu osseux, etc. Oui, donc elles régulent, elles agissent sur notre corps, mais aussi sur notre cerveau, vous l'avez dit. Elles agissent sur l'humeur notamment. Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on constate à cette période, que ce soit la périménopause ou la ménopause, on a différents symptômes qui peuvent apparaître. Toutes les femmes ne les ressentent pas et en tout cas pas à la même intensité. Mais notamment, on parle souvent dans les symptômes de la périménopause et de la ménopause de tout ce qui est irritabilité, saute d'humeur, etc., qui sont très souvent minimisés, mais qui sont vraiment réels. Il y a aussi ce qu'on appelle un peu un brouillard cognitif où finalement, des fois, on a des pertes de mémoire ou en tout cas, on n'a pas la même mémoire qu'on avait auparavant.
auparavant. Et ça, c'est des vrais symptômes qui sont identifiés au niveau de la littérature scientifique et du corps médical et qui peuvent être très handicapants dans la vie de tous les jours, que ce soit par exemple au travail. On a même une étude, au Royaume-Uni où des femmes ont même démissionné de leur travail dû à ces différents symptômes. Donc pendant la ménopause, il y a donc la chute des œstrogènes. Qu'est-ce qu'elle fait cette hormone ? Alors cette hormone, elle a un rôle très important sur notamment le système cardiovasculaire. C'est pour ça notamment qu'au moment de la périménopause et de la ménopause, les femmes sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, même si elles sont à risque avant, bien entendu, il faut le considérer aussi, mais le risque augmente à partir du moment où les concentrations en œstrogènes diminuent. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France pour les femmes. Et souvent, vous voyez, c'est des conséquences sur lesquelles on n'informe pas assez les femmes. Les symptômes aussi sont très particuliers, par exemple sur les symptômes cardiovasculaires, et les femmes ne reconnaissent pas forcément des fois des symptômes, vous voyez, qui sont différents des hommes. Donc on a par exemple un rôle sur le système cardiovasculaire, on a aussi un rôle sur la composition corporelle. C'est vrai qu'avec la diminution des concentrations en œstrogènes, on va avoir notre corps qui va se modifier, on va avoir une diminution de notre masse musculaire, une diminution de notre tissu osseux, et en parallèle, une augmentation de la masse grasse. Alors pourquoi on oppose masse grasse et masse musculaire ? Alors ce sont des termes scientifiques, mais c'est ce que vous étudiez donc au sein de la chaire santé en mouvement. Qu'est-ce qui est différent ? Alors souvent en physiologie, on considère notre corps en 2 compartiments. On va considérer ce qu'on appelle la masse maigre. Donc dedans, vous avez les muscles, donc la masse musculaire, mais pas que. On a aussi le tissu osseux, les organes par exemple. Et puis tout ce qui n'est pas du tissu maigre, donc tout ce qui n'est pas organes, os et muscles, on va considérer c'est notre masse grasse, notre adiposité en fait. Et c'est vrai que comme vous le dites, en fonction des actions, notamment des hormones, on va avoir des modifications de cette composition corporelle, donc à la puberté par exemple, mais aussi à la ménopause. Et c'est là en fait où on va avoir une diminution à la ménopause de la masse musculaire et du tissu osseux, et cette masse grasse va changer, c'est-à-dire que jusqu'à la périménopause, ménopause, la masse grasse chez la femme est plutôt localisée au niveau des membres inférieurs, au niveau du bas du corps, sur les hanches, sur les cuisses, etc. Au moment de la périménopause et de la ménopause, on va plutôt avoir une relocalisation différente de cette masse grasse avec une augmentation au niveau abdominal et notamment vers nos viscères, c'est ce qu'on appelle la masse grasse viscérale. Et cette masse grasse viscérale est très néfaste pour la santé, c'est d'ailleurs un des facteurs de risque très importants des maladies cardiovasculaires. Alors, il y a également une alerte qu'on voulait passer dans cet épisode de podcast pour les femmes qui sont en périménopause, ménopause, c'est de faire attention au temps passé assis. Parce que là, pour le coup, c'est un effet multiplicateur des effets néfastes. Oui, c'est vrai que la sédentarité, c'est un vrai fléau de santé publique à l'heure actuelle pour toutes les populations. Mais en effet, c'est un point très important au moment de la périménopause et la ménopause où on constate justement une redistribution, c'est-à-dire des temps qui pouvaient être dédiés à l'activité physique qui vont plutôt être dédiés au comportement sédentaire. Et donc c'est vrai que la sédentarité, c'est vraiment une période d'éveil prolongée où on est en position assis ou allongé et où on a une dépense énergétique qui est très proche de la dépense énergétique de repos. Et ces comportements sédentaires sont très associés aux facteurs de risque cardio-métaboliques, donc toutes les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Donc notre campagne, elle s'appelle Ma santé en mouvement. La chaire de recherche dont fait partie Laurie s'appelle Santé en mouvement. C'est bien qu'il se passe quelque chose au niveau du mouvement. Quels sont les pouvoirs magiques de ce mouvement ? Alors d'ailleurs, est-ce que ce sont des pouvoirs magiques ? Alors magique, je ne sais pas. En tout cas, on va dire que l'activité physique, c'est peut-être le meilleur médicament qui existe. Et en plus, il est gratuit. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose souvent qu'on oublie. Et en effet, l'activité physique, alors à toutes les périodes de la vie, notamment de la femme, mais aussi bien sûr de l'homme, mais notamment à la ménopause, va vraiment avoir une influence positive très importante. C'est vrai que grâce à l'activité physique, on va pouvoir, alors encore une fois, c'est normal d'avoir une localisation différente de la masse grasse. C'est normal à cette période aussi d'avoir une diminution de son tissu osseux et de sa masse musculaire. Mais grâce à l'activité physique, combinée bien sûr à une alimentation équilibrée, on va pouvoir limiter ce déclin et donc avoir des effets très positifs, que ce soit sur la masse musculaire, sur le tissu osseux ou sur la masse grasse. Alors Laurie, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que c'est un moment de sa vie de femme où on est moins bien dans son corps, où on a peut-être aussi moins envie de faire de l'activité physique, et c'est à ce moment-là, donc périménopause, avant la ménopause et ménopause, que c'est là peut-être qu'il faut prendre ou reprendre des bonnes habitudes avec l'activité physique, puisque vous parlez tout à l'heure d'effets bénéfiques, d'effets positifs sur sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Ces effets, ils sont prouvés scientifiquement, Laurie. Et d'ailleurs, c'est ce que vous prouvez, vous, au sein de la chaire de recherche santé en mouvement.
Oui, tout à fait. Alors déjà, ce qui est très important, c'est de ne pas se dire j'ai jamais été active, donc je vais pas commencer au moment de la périménopause ou de la ménopause ou même plus tard. Ça, c'est déjà une idée reçue. Le mouvement est vraiment bénéfique n'importe quand qu'on commence, que ce soit enfant ou adolescent, c'est super, mais même si on n'a jamais été actif tout au long de sa vie, on peut devenir actif et il y aura des bénéfices à partir du moment où on commence à bouger. Donc ça, c'est déjà très important de le souligner. Ensuite, c'est vrai que l'activité physique, à des moments de la vie, comme au moment de la ménopause, où on peut être moins bien, on peut avoir moins envie de pratiquer, de moins bouger et plutôt d'aller sur des comportements sédentaires. Et c'est là où on parle souvent de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans un cercle vicieux de déconditionnement qui va accentuer finalement les effets néfastes de la périménopause et de la ménopause. Et en effet, il est bien montré à l'heure actuelle que l'activité physique va être bénéfique. Si on prend par exemple le tissu osseux, notre os, il aime l'activité physique et il aime les activités physiques qui vont solliciter des impacts. Donc par exemple, la natation est une activité très intéressante pour les aspects cardiovasculaires, mais vous êtes sur une activité à poids porté, c'est-à-dire que votre tissu osseux ne rencontre pas de petits chocs mécaniques et donc ça ne va pas être bénéfique pour le tissu osseux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la natation au moment de la périménopause ou de la ménopause, mais il faut l'associer à des activités qu'on appelle des activités ostéogéniques qui vont favoriser finalement le tissu osseux. Donc ça va être des activités comme la marche, la course à pied, les sports de raquettes, etc. Le step aussi, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le step pour les non-pratiquants, pratiquantes? Alors le step, comme son nom l'indique en anglais, c'est une petite marche sur laquelle on va monter et descendre et faire des activités souvent artistiques. Donc souvent c'est associé à une musique et on va avoir une chorégraphie qui est associée avec des mouvements on va tourner, on va monter, on va descendre, etc. Faire des pas sur le côté. Donc c'est vrai que toutes les activités physiques qui vont proposer justement ces impacts associés à des changements de fréquence et d'amplitude, comme par exemple dans le step, dans les sports de raquettes, vont être d'autant plus bénéfiques pour le tissu osseux. Et la marche. Voilà, la marche, si vous avez suivi donc le webinaire avec Laurie, c'est l'activité physique royale parce qu'elle est facile à mettre en œuvre et elle permet de combiner quasiment tous ces effets bénéfiques. Alors attention, quand on dit marche, c'est marche quand même soutenue parce que elle permet aussi de faire un peu de renforcement musculaire, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est vrai que la première activité physique sur laquelle on va penser à proposer aux personnes, ça va être la marche parce que c'est une activité qui est facile, qui peut être réalisée partout et qui a moindre coût. C'est aussi important de le souligner. Et c'est vrai que la marche, elle a des bénéfices finalement sur tous les paramètres, notamment de composition corporelle dont on a parlé. Donc ça va être important pour notre masse grasse, pour diminuer notre masse grasse. Ça va être important pour l'aspect musculaire et pour le tissu osseux. Et encore une fois, comme souligné, c'est vrai que c'est important de considérer une marche soutenue, c'est-à-dire qu'on est capable de parler, mais on ne peut pas tenir une conversation comme si on était au repos. Et ça, c'est un bon indice aussi, hein, le fait de réussir à parler, mais être légèrement essoufflé, c'est ça, hein, l'indice, c'est on est légèrement essoufflé, donc ça veut dire que là, votre marche, elle est efficace. Tout à fait, parce que c'est vrai. Alors, même une marche, on va dire, à intensité légère sera plus bénéfique que rien, que pas de mouvement. Mais quand on considère vraiment la marche à intensité modérée, ce qui est préconisé dans les recommandations, c'est en effet un léger essoufflement, mais on est quand même capable de pouvoir parler. C'est valable bien sûr pour tout le monde, hein, pour les hommes et pour les femmes, mais dans le cadre des femmes, avec cette période charnière de la ménopause, on assiste à une chute en fait de l'activité physique à ce moment-là. Facteur aggravant, on va dire, pour les femmes, d'où l'intérêt de bien intégrer ces routines et ces habitudes, ces petits gestes du quotidien. C'est ce que vous dites au sein de la charte santé en mouvement. Ce sont des petits gestes qui font la différence. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des activités physiques planifiées. Par exemple, si on prend le renforcement musculaire, il est recommandé notamment à cette période, mais même tout au long de la vie, d'avoir 2 fois par semaine des activités de type renforcement musculaire. Quand on parle de renforcement musculaire, ça peut être du renforcement musculaire à poids de corps, c'est-à-dire qu'on va réaliser des exercices, par exemple des squats sur nos grands groupes musculaires, où on va pouvoir réaliser avec des petites charges comme des petites haltères, des bouteilles d'eau, des élastiques, du renforcement musculaire sur les biceps, les triceps, etc. Mais il y a aussi finalement, comme on en parlait tout à l'heure, tous ces comportements sédentaires finalement qui sont également très néfastes au niveau de la santé et qu'on va essayer en fait de modifier. Alors comme on le dit souvent, c'est des petits changements, même des fois on prend un changement par un pour essayer de l'intégrer dans une routine de vie quotidienne, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout modifier du jour au lendemain. Laurie, merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. Donc à retrouver dans le cadre de l'initiative Ma Santé en Mouvement proposée par Assurance Prévention, en partenariat avec la chaire de recherche Santé en Mouvement de la Fondation Université Clermont-Auvergne. Merci beaucoup.